littéraire Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison, Tous les vendredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. nouvelle saison. Tous les vendredis de 20h à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Eh bien, Cam, bonsoir et bon début de mois de mai. Bienvenue sur le point littéraire. Alors, bonjour Jean-Jacques, bonjour aux techniciens, bonjour à toute la famille Royal FM et bonjour aussi au président fondateur de la radio. On commence avec un sujet qui intéresse encore plus maintenant. Afrique-France, clash ou divorce? On peut déterminer tout de suite que le choix n'a pas été anodin au regard de l'actualité. Oui, bien entendu, ce qu'on peut observer un peu sur la scène politique aujourd'hui, c'est que la France a un peu du mal à entretenir un peu sa réputation un peu de grande puissance. Et on le voit pratiquement depuis ce qui s'est passé au Mali, avec l'opération Barkhane, où effectivement on a eu l'impression que pendant les 4 ans où la France s'est installée après les premiers succès, que les 4 années ont été vraiment catastrophiques. Elles ont été catastrophiques, pourquoi? Parce qu'on a eu, beaucoup de gens l'avaient déjà dit à l'époque, c'est-à-dire la France n'était pas en mesure, effectivement, ne pouvait pas tenir une guerre de basse intensité pendant plus de 2 semaines, parce qu'il n'avait pas assez de munitions. Il y a des rapports du Sénat qui nous ont dit, mais massivement, vous savez, comme la France tient toujours à maintenir un peu cette illusion un peu de la puissance, et cette illusion de la puissance s'est heurtée effectivement au moment où il y a eu l'opération Barkhane, où on a eu l'impression que rien n'était coordonné, il n'y avait pas les moyens pour en finir avec le djihadisme de ce côté. Et ça s'est vu, puisque quelques temps après, il a fallu tout simplement 2 semaines aux Maliens pour chasser les djihadistes, alors que les Français étaient là-bas depuis 4 ans. Et là, je crois que c'est à partir de ce moment où les gens, ça a marqué les esprits un peu des Africains, qui se sont dit, mais mon Dieu, on a eu l'indépendance. On a eu aussi la souveraineté. Mais c'était une souveraineté un peu tronquée, parce que la France s'occupait de tout à notre place. Et là, il y a eu cette affaire de Barkhane là, qui a montré un peu que les plus petits peuvent vaincre les plus forts. Et ça s'est vu, par exemple, c'est une longue histoire, quand on parle un peu d'histoire des Éthiopiens dans les années 1894, les Éthiopiens qui ont battu les Italiens au doigt. Et là, effectivement, les Africains ont brisé un peu ce mythe, un peu la puissance, à travers un peu l'opération Barkhane, à travers aussi la conquête de Kidal par les Maliens, alors que c'était impossible 4 ans avant. Au regard de ce qui est vécu aujourd'hui, le livre apporte quand même quelques éléments, des réponses à ces questions. Est-ce que la rupture guette les 2 partenaires, l'Afrique et la France? Est-ce qu'au vu peut-être de la crise entre la France, la révolte d'une partie de la jeunesse, à un moment donné, on a même parlé d'un désamour que la jeunesse africaine avait vis-à-vis de la France. Est-ce que là, on assiste ou nous assisterons bientôt à la rupture? Oui, désamour, oui, tout à fait normal de la part un peu de la jeunesse. Pourquoi? Parce que quand on regarde un peu toutes les gesticulations un peu des présidents de la 5e République, c'est-à-dire à partir de Gaulle, Mitterrand, Sarkozy, etc., je crois que l'Afrique a eu l'impression qu'il était toujours humilié par ces gens-là.
On l'a vu par exemple à Dakar, lorsque Sarkozy est allé dire que l'Afrique n'avait pas beaucoup avancé dans l'histoire. C'était vraiment une gifle. C'était assez grave. Oui, c'était vraiment grave. C'était une gifle vis-à-vis des Africains, des étudiants africains, des jeunes qui sont venus l'entendre parler d'Afrique, de la coopération entre les deux pays. Et malheureusement, ça a été vraiment un gifle de l'histoire, où quelqu'un qui vous dit vraiment votre pays ne vaut rien dans l'échiquier mondial, malgré la mondialisation, malgré les problèmes de respect, malgré les problèmes de coopération. Alors, ça c'était vraiment un gifle. Et il y a eu aussi ces promesses non tenues. Vous savez, la France-Afrique a créé ce qu'on appelle un peu des institutions. Par exemple, vous avez la CCT, c'est-à-dire c'est eux qui s'occupent de la coopération technique et culturelle. Vous savez, ça a été créé depuis les années 2005. Ça n'a apporté aucun résultat, puisque la langue française, les Français l'utilisent comme une manifestation un peu de la puissance, en disant, bon voilà, il y a de l'autre côté les anglo-saxons, nous aussi c'est français, et les Français seulement, à travers la réalité, puisque tout ce qui avait été décidé, par exemple, tous les programmes liés à la digitalisation, liés au progrès de la démocratie, rien n'a marché, en réalité. Et on a vu la même chose se reproduire avec l'organisation de la francophonie, qui était finalement, qui est devenue quoi? Juste un rassemblement géopolitique, où on venait discuter de politique, alors qu'en réalité, il y avait toute la programmation de relancer un peu la culture, de relancer les droits de l'homme, rien n'a été fait. Alors, non, je crois que les Africains, surtout les jeunes, universitaires, etc., ont eu l'impression qu'ils avaient été un peu trahis par la France, vraiment trahis. Et malheureusement, c'est des phénomènes qu'on observe pratiquement depuis 1830. Savez-vous, par exemple, que ça c'est lié avec l'Algérie. Vous savez, quand la France conquiert l'Algérie en 1830, pourquoi on conquiert l'Algérie? Parce que, vous savez, quand on est un pays néolibéral, on ne va pas envahir les autres au nom de je ne sais pas quoi, la liberté. Alors, ce qui s'est passé en Algérie, c'est que à la Révolution française, ils avaient acheté du blé en Algérie. Et quand les monarques arrivent, la monarchie revient dans les années 1830, et ils refusent de payer ses dettes. Et il y a le dé d'Alger qui soufflette le consul pour lui dire, mais mon Dieu, vous êtes une civilisation qui n'est pas sérieuse. Et malheureusement, c'était un petit incident. Et ils ont profité de cet incident, effectivement, pour envahir l'Algérie dans les années 1830. Et ça a duré avec le problème de code de l'indigénat, où les Noirs, enfin les Arabo-Africains, n'avaient droit sur rien. On leur arrachait leurs terres. Pour créer ce qu'on a appelé les colonies de peuplement. C'est-à-dire, on vous dit, bon, vous n'avez plus droit à la terre, nous, on va s'installer à votre place. Donc, vous n'êtes plus des citoyens puisque vous n'avez plus de terre. Alors, donc, il y a eu un peu ces épisodes un peu tragiques, effectivement, qui reviennent à la mémoire des Africains, qui se disent, mais mon Dieu, ces pays, en réalité, ces gens-là n'ont jamais eu d'affection pour nous. Ils nous ont toujours trahis, ils ont toujours posé la puissance comme une manière un peu de régler les problèmes entre eux et nous. Le livre répond à d'autres questions, et notamment la question de la présence de la Chine, la Russie, l'Italie, du Québec en Afrique. Est-ce que tout cela va fracturer le rapport franco-africain? Est-ce qu'il est même possible d'envisager plus tard ou dans quelques années la relation Afrique-France et vice-versa? Alors, moi je pense honnêtement que c'eût été bien si la France avait été un pays un peu normal, d'associer un peu à la francophonie, qui a très peu de moyens, 70 millions par exemple, par rapport à l'ONU, où on a pratiquement plus de 3 milliards pour faire fonctionner l'ONU. Alors, si la France avait été un peu plus sage, moi je pense qu'ils auraient associé un peu des pays francophones dont on connaît l'évolution, qui ignore ce que la Belgique vaut aujourd'hui. Tout le monde sait que la Belgique est devenue, c'est un pays francophone, avec des moyens énormes en matière de transformation d'entreprises, etc. On connaît aussi le Québec. Savez-vous que la plupart de nos fonctionnaires, là, quand ils vont dans ce pays-là, ils vont apprendre l'administration, ils vont apprendre aussi la digitalisation, vraiment tout ce qui est innovant aujourd'hui. Mais malheureusement, la France n'est pas associée les deux pays-là. Alors qu'en réalité, on a
pratiquement dans la francophonie, pratiquement 88 pays, dont 48 ne parlent même pas un seul mot de français. Alors, comment effectivement un petit pays comme la France peut diriger de manière raisonnable que plus de 70 pays avec 70 millions d'habitants, 70 millions de francs CFA, d'euros, c'est pratiquement impossible. Donc, je crois que c'est un peu la déraison qu'on trouve dans cette France, effectivement, qui se croit grande alors qu'en réalité, elle est toute petite. Est-ce que, puisque tout le monde semble dire que la France ne peut pas vivre sans l'Afrique, mais est-ce que l'Afrique peut vivre sans la France? Oui, forcément, l'Afrique peut vivre sans la France. Pourquoi? Parce que, vous savez, la France nous a imposé des francs CFA. On sait ce que c'est que le compte opérationnel qui existe un peu dans les banques françaises. Et ces comptes opérationnels, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, bon, voilà, si vous avez des réserves, ces réserves, il faut les transformer en devises. Et ce sont ces devises que la France détient dans les banques qui servent même à financer le déficit français. Et ça, donc, quand vous avez pratiquement autour de 400 milliards de ces devises-là, alors que ces devises auraient pu nous aider pratiquement à faire transformer nos routes en belles routes, transformer notre pays en un pays moderne, etc. Mais malheureusement, cet argent aide la France pour son déficit. Alors, vous avez malheureusement des exemples de ce genre qui montrent qu'en réalité, la France, quand elle doit investir chez nous, elle n'investit pas chez nous à travers les raisons fiscales. Prenez l'exemple un peu de Bolloré. Combien de moyens dégagés dans les bénéfices qu'il a tirés du port et qui ont servi tout simplement à payer des impôts là-bas, alors que normalement ces impôts pouvaient être payés ici pour nous servir pour le développement. Mais malheureusement non. Donc en réalité, ce dont la France profite, et là, quand on regarde un peu la plupart des présidents de la 4e République, c'était ça. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que, bon, voilà, il faut, comment dire ça, que la métropole doit vivre. Mais les autres pays, on s'en fout, malheureusement. Puisque le titre, c'est d'ailleurs une question. Afrique-France, clash ou divorce, est-ce que la rupture est envisageable dans les années à venir? La rupture est possible. Vous savez, on utilise un peu la langue française. Et c'est vrai que les ruptures seront un peu difficiles. Parce que même le Rwanda l'a expérimenté. C'est vrai qu'aujourd'hui, il parle un peu parle l'anglais, parce qu'on a remplacé le français par l'anglais. Mais toutefois, quand on observe un peu la proximité nouvelle, notamment du Rwanda avec la France, pour aller perturber le Congo, etc. On s'est dit, ce type de rapport n'est jamais terminé vraiment. Donc, je crois qu'il faut repenser un peu ces rapports entre l'Afrique et la France. Parce que, vous savez, il y a des nouveaux concurrents, la Russie, la Chine, etc., effectivement, qui pointent le nez. Et ces pays ont la puissance, ont de quoi effectivement retirer l'Afrique à travers un peu le rayonnement, non seulement historique, mais présent aujourd'hui. Alors, Afrique-France, clash ou divorce, c'est un livre absolument à conseiller, peut-être à l'élite africaine, une belle réflexion de cet écrivain tunisien, docteur en sciences, de spécialité de l'université de Nancy. Bien entendu, c'est un Tunisien qui enseigne et qui explique un peu tous ces problèmes d'évasion fiscale qui effectivement profitent à la France, alors que nous on a besoin un peu de développement. Et c'est dommage que la France continue à se comporter malgré les changements de président, malgré les rendez-vous de Montpellier. Vous savez, il y a eu à Montpellier, on nous disait qu'on va bientôt expérimenter des nouvelles formes de démocratie. Malheureusement, cette démocratie n'aura jamais lieu puisque la France est en train de perdre sur tous les fonds. Alors je me demande si lorsque vous perdez, comment vous pouvez encore être en admiration devant des pays, effectivement, qui s'attendent à votre perte aussi. Il y a aussi ça. Les Africains aussi se disent, bon, voilà, un pays qui a perdu du temps. Pourquoi on devait aussi le regarder comme un pays neuf, alors qu'en réalité, c'est un pays vieux. Et c'est pourquoi on se dirige vers la Chine aujourd'hui, qu'on considère comme un pays neuf, la Russie, etc.
Et à la fin du mois, nous allons ouvrir le livre de Jean Lopez, Opération Bagration, la revanche de Staline, été 1944. Alors, je crois qu'il faut fêter le 80e anniversaire un peu. Parce que Staline, la commémoration de la bataille en 1944, parce que sinon, effectivement, l'Union soviétique gagne la guerre. Et aujourd'hui, on commémore par le débarquement de Normandie. Le 9 mai à Moscou, il y aura un défilé, grand défilé un peu de cette victoire. Ce que les vieux s'appellent la grande victoire. Je crois que l'Afrique aussi, il faut la fêter, puisqu'on a participé à cette guerre victorieuse, même si effectivement notre présence a été réduite pratiquement à zéro. On va dire simplement merci, Eberkem. Merci. Merci à Roger Fondi, également à Akam pour la virgule littéraire. Merci messieurs et dames d'avoir écouté le programme. Ce vendredi encore, vendredi prochain, avec le même plaisir, on se retrouve pour parler de livres d'ici et d'ailleurs. Le roi Salomon et Sana a été à la mise en onde. Coordination éditoriale, une affaire d'Ebel Bella Samari. Coordination centrale, Jean Patient Tsala. Supervision générale, le reverend pasteur Issa Emmanuel Noël. Présentation, Jean-Jacques Foucault. Avec le même plaisir, on l'a dit. Vendredi prochain. Heureusement, la radio ne s'arrête pas tout de suite. C'est vendredi. Et voyez la même Mikado est avec vous jusqu'à minuit. Bonbon et piment, il voit la même Mikado. Bonsoir et bienvenue. Merci Jean-Jacques. Bonsoir également à notre frère Hervé. Voilà, fidèle, n'est-ce pas?